Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. 300 épisodes. 300 épisodes, c'est le 300e. Quand j'ai lancé le podcast en octobre 2018, donc ça fait presque 7 ans jour pour jour, honnêtement, j'avais ni plan, ni calendrier, ni stratégie. L'idée, c'était d'exprimer un certain nombre de choses sur des sujets qui m'intéressaient à l'époque, qui m'intéressent toujours, le leadership en particulier, mais pas que, puisque ça aussi, ça a évolué. Et donc, 300 épisodes plus tard, plus de 21 000 téléchargements, on vise les 25 000 pour 2025. Une audience qui s'est construite, lentement, gentiment, patiemment, épisode après épisode. On n'est toujours pas dans des Joe Rogan type d'audience, mais en fait, ça m'est égal. Je fais pas ça pour l'audience, en fait, je fais vraiment ça parce que ces épisodes me permettent de réfléchir, moi, en fait, à ma pratique, à qui je suis, comment j'ai fonctionné dans le passé. Donc, réfléchir à de nouvelles choses, tout ça, le podcast me le permet, c'est pour ça que je le fais. Et épisode après épisode, j'ai, je dirais presque une certitude, mais c'est que le leadership, c'est vraiment pas une boîte à outils. C'est vraiment pas une boîte dans laquelle on va ranger des choses qu'on va appliquer les unes après les autres. Pour moi, le leadership, c'est plus une manière d'être au monde. C'est pas facile toujours, et d'ailleurs, vous savez, ceux qui me connaissent, je ne le suis pas 100% du temps, mais c'est un travail sur soi autant qu'un travail sur les autres. C'est une manière d'être plus qu'autre chose, et ça, je crois fondamentalement que nous avons tous la capacité de l'être. Après, est-ce que nous choisissons de jouer ce rôle de leader au travail ? C'est effectivement, c'est une possibilité, c'est un choix personnel, mais je pense que si nous ne le sommes pas au travail, nous pouvons l'être dans d'autres cadres, sportifs, associatifs, politiques, etc. Donc dans cette rétrospective, je reviens sur ce que ces 299 épisodes m'ont laissé comme trace, comme idée. J'ai demandé à ChatGPT de me faire des résumés thématiques des 299 notes, prises de notes, OneNote. C'était beaucoup plus facile comme ça que de me repalucher les 299. Et on va commencer en fait avec quelles sont finalement les lignes de force de ces 299 épisodes. 1. Le leadership est une conversation. 2. Le travail est émotionnel, pas mécanique. 3. La sécurité psychologique est le fondement de tout. 4. Les outils ne remplacent pas les comportements. Donc il y en a 4 lignes de force et pas 5. Le premier, j'en ai parlé en introduction, le leadership comme conversation. Et pour moi, c'est vraiment peut-être la grande leçon de ces dernières années. Et d'ailleurs, les épisodes les plus écoutés, le 19 sur le feedback en particulier, mais aussi déjà le 225, qui est quand même relativement récent, parlent tous d'une manière ou d'une autre de conversation, d'alignement, d'attente, etc., etc. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée qu'on ne va pas diriger avec des outils. On peut se baser sur des concepts, mais on va surtout diriger, être un leader ou une leader par parole échangée. D'ailleurs, dans un de mes cours, j'essayais de définir le leadership comme un exercice d'influence sociale. Alors, les gens ne comprenaient pas tout de suite pourquoi je disais ça, mais je crois fondamentalement que c'est le cas. Les équipes ont besoin d'un cadre, mais elles ne suivent pas un cadre. Elles vont suivre plutôt un climat relationnel, en particulier avec les collègues de la hiérarchie. 2. Le travail est émotionnel, pas mécanique. Ça fait pas mal référence à cette métaphore de l'organisation mécaniste versus organique. C'est vrai que vous savez que je suis un fan plutôt de la métaphore organique, même si elle a évidemment ses défauts. Et donc les épisodes qui touchent aux émotions, à la surcharge mentale, à la colère, à la peur, à l'anxiété, au conflit, sont ceux en fait qui je ne peux pas dire qui déclenchent le plus d'écho, parce que j'ai jamais beaucoup de retours, mais en tout cas qui ont le plus d'écoute. Et donc le travail comme
comme aventure humaine finalement, n'est jamais neutre. Parce qu'il nous touche, il touche notre valeur, notre identité, notre sécurité, notre appartenance. Et donc ignorer la dimension émotionnelle du travail, c'est vraiment ignorer la moitié de la réalité. Troisième ligne de force, la sécurité psychologique, fondement de tout. J'ai découvert ce concept relativement tardivement, mais à partir de l'épisode 48, ce thème revient absolument constamment. Et donc, c'est pas un plus, en fait, c'est vraiment une base sur laquelle on va construire beaucoup de choses. Et en particulier beaucoup de choses dans la relation entre les membres de l'équipe, ce qui évidemment est fondamental dans des équipes modernes. Parce que, sans sécurité, pas d'apprentissage, sans apprentissage, pas de changement, sans changement, pas de performance durable. Donc, on voit comme cette sécurité psychologique, disons, récupérée par Edgar Schein dans les années 80, quand il faisait tous ces projets de transformation organisationnelle, est effectivement la base de beaucoup de composantes de la performance individuelle et collective. Et puis, quatrième ligne de force, les outils ne remplacent pas les comportements. Alors ici, ma fameuse série Pour en finir avec. Et d'ailleurs, l'article de blog qui m'est le plus demandé, c'est Pour en finir avec la PNL. Ce qui m'ennuie, parce que c'est pas le but, mais tous ces outils, tous ces raccourcis, MBTI, style d'apprentissage, tous ces modèles un peu magiques, la recherche est claire. Je pense que les gens ont besoin de quelque chose. Ces outils rassurent, mais je suis pas sûr qu'ils aident en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui préfèrent être rassurés plutôt que de voir la réalité en face. Ça leur appartient. Moi, j'ai décidé de ne plus utiliser ces outils, y compris d'ailleurs tout ce qui est modèle pseudo-psychométrique de personnalité. Ce qui transforme une équipe, c'est un comportement qui est découvert, qui est assumé, qui est compris. Donc clarifier, écouter, recadrer, reconnaître, ralentir, questionner, tout ça, ce sont des verbes qu'on va pratiquer en équipe plus que devant le rapport d'un test psychométrique ou devant un outil magique qui va vous, en 3 coups de cuir à peau, donner la clé à une problématique. Ça, c'était donc les 4 lignes de force de ces 299 derniers épisodes. Qu'est-ce qui a changé depuis le 2018 dans le monde du travail ? Parce qu'évidemment, ces épisodes, je ne les ai pas produits dans l'absolu, mais j'étais moi-même dans le monde du travail, alors en tant que consultant certes, mais j'y étais en tout cas attaché. Et donc, on voit un déplacement progressif par rapport à ce que j'écrivais en 2018 et par rapport à ce que j'écris aujourd'hui. L'hybridation, travailler ensemble, ne signifie plus être ensemble. C'est un thème que j'ai jamais abordé frontalement, mais qui est récurrent dans beaucoup d'épisodes. La complexité a bousculé toutes les planifications. Le monde est beaucoup moins prévisible qu'avant, devient de plus en plus, comme on l'a vu, VUCA ou FICO, enfin tous ces acronymes. La maîtrise totale n'est absolument plus une option. Et d'ailleurs ça, la Covid nous l'avait bien montré à l'époque. Je dis à l'époque, c'est il y a 4 ans, mais 5 ans. La surcharge mentale est devenue vraiment un thème central. Il faut absolument gérer l'attention avant de gérer l'action. Et ça, c'est compliqué. Les gens ont des attentions qui sont très focalisées sur l'opérationnel, ce qui est nécessaire pour faire son travail, mais plus on a des responsabilités, en particulier stratégiques, plus je pense que c'est important de pouvoir gérer cette attention et ce temps. Et puis, beaucoup de différences avec je m'épuise contre les normes et la bureaucratie, en particulier l'épisode 232, comme si la confiance était un peu dissoute finalement. C'est intéressant parce que j'en parlais pas du tout en 2008. Donc est-ce que c'est un changement de perception de ma part, ce qui est probable, mais est-ce que c'est un glissement plus global ? À vous de me le dire. Et donc, globalement, ce qui a changé depuis 2018 dans le monde du travail, c'est qu'on vit dans un monde où la demande psychologique faite sur les personnes dépasse largement les outils et les pratiques disponibles. Et en fait, moi, le podcast a juste accompagné ce glissement vers quelque chose de plus technique au début, vers quelque chose de plus humain ou plus émotif, voire de plus relationnel. Et donc, pour moi, la relation est un des remèdes à la demande psychologique excessive qui est faite par le monde du travail sur les individus.
Troisième dimension de cette rétrospective, les erreurs de leadership les plus fréquentes. Ça, c'est quelque chose que j'ai demandé à ChatGPT de me résumer. Et on a 5 erreurs les plus fréquentes, mentionnées donc dans les notes. Si vous ne voulez pas écouter les 299 épisodes précédents, vous pouvez juste écouter cette partie ici. Erreur de leadership numéro 1, tout contrôler. Ça, je crois que c'est clair. Il y a une peur liée peut-être à cette demande psychologique, liée peut-être à l'environnement, et donc le réflexe, c'est de s'approcher et de contrôler. On sait que c'est une erreur. Éviter les conversations difficiles, et ça me concerne directement. Je viens de faire un message vocal maintenant à quelqu'un avec qui je vais avoir une discussion sérieuse, parce que ce qui se passe ne me plaît pas. Je suis plus à l'aise aujourd'hui avec ce genre de discussion difficile, mais ça m'a pris du temps. Et puis c'est aussi un petit peu grâce à vous. Parce que, à force de le dire qu'il fallait le faire, je me suis à un moment dit que dans mes conversations difficiles à moi, ce serait bien que je montre l'exemple vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis de vous, puisque je vous le dis à vous qui m'écoutez, et donc je me le dis à moi. Confondre savoir et impact, ça c'est quelque chose qui est plus personnel. J'ai écrit à un moment donné que plus j'en saurais, plus j'aurais de l'impact vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis des gens, ce qui est pas complètement vrai. Je vais vraisemblablement faire encore des efforts de valorisation du savoir que j'ai acquis, en particulier grâce à ces 300 épisodes de podcast, mais l'impact vient d'autres choses aussi, et pas que du savoir. 4e erreur de leadership, réagir à chaud, réagir dans l'émotion, ou à cause de l'émotion. Jamais une bonne chose. Et puis la 5e, croire que les outils suffisent. On revient à cette idée que l'outil n'est pas suffisant. Il faut la pratique. On pourrait presque dire que la pratique, c'est l'outil en situation. Comme on dit que la compétence, c'est le savoir en situation. Avoir un outil, avoir un PowerPoint quelque part, c'est bien, mais la pratique vient d'autres choses, et en particulier de savoir quand utiliser le fameux outil. Peut-être un point commun. Vous voyez que réagir à chaud, adorer les outils, éviter les conversations difficiles, tout vouloir contrôler, il y a un thème commun qui est peut-être la peur. Peur de perdre pied, peur de perdre la face ou de perdre le contrôle, mais en tout cas, la peur est mauvaise conseillère pour le leadership qui va se rétrécir comme la vision finalement. Donc, peut-être une question pour nous, pour la préparation à 2026. Comment est-ce que nous allons gérer cette peur ? On va passer à quelque chose d'un peu plus drôle que la peur, les chiffres clés du podcast, donc plus de 21 000 téléchargements depuis 2018. Merci à vous qui m'écoutez fidèlement toutes les semaines ou occasionnellement, ce qui est très bien aussi. Les épisodes les plus populaires, on l'a dit, le 19, le 133, le 225, à propos de feedback, d'alignement. 87% d'écoute sur mobile, ce qui m'étonne absolument pas, ça fait partie de notre quotidien. 36% via Apple Podcast, qui est devenue la plateforme numéro 1 de podcasting pour ce podcast-ci. Et puis alors une géographie tout à fait étonnante, avec une grosse dominance européenne, avec 70% des écoutes en France et en Suisse, à presque égalité d'ailleurs. Bonjour à nos amis français. Mais aussi des écoutes à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Irak. Donc, dans beaucoup d'autres pays africains, plutôt francophones, je dois le dire, mais vraiment dans des endroits auxquels je n'aurais absolument jamais pensé. 84 pays en tout, ce qui est pas tout à fait la moitié des 195 pays, 194 pays. Donc une belle leçon intéressante des préoccupations humaines du monde du travail. Alors certains Français ne connaissent pas de frontières, et c'est très bien. Peut-être maintenant quelques minutes sur l'évolution de mon style, pas parce que j'ai envie de me gargariser, mais parce que je pense que ce style correspond aussi à un chemin personnel que j'ai fait. Et donc il y a 3 grandes phases qui apparaissent assez clairement. Et donc chacune de ces phases dit quelque chose de la manière dont ma pensée s'est construite, et donc la manière dont ce podcast s'est construit. La première phase, c'est le style des débuts, alors qui est assez spontané, assez expérimental, un peu brut. C'est très oral, très peu travaillé, parce qu'en fait, je ne préparais pas mes épisodes de podcast au début. Absolument pas. Donc on est sur l'intuition de l'immédiat, des fois un petit peu abrupte, avec des formules un peu iconoclastes. Abolissons l'entretien d'évaluation, ce à quoi je crois toujours d'ailleurs. Enfin, en tout cas, l'entretien d'évaluation individuel. Avec pas mal de métaphores. Et donc, le podcast, c'est plus un espèce de journal de bord intellectuel où je consigne mes réflexions.
Et puis au fur et à mesure, phase 2, une phase, je dirais, plus de consolidation, avec un peu plus de structure, puisque je prépare mes entretiens, plus de références, plus de sciences aussi. Je lis les journaux scientifiques pour essayer d'en tirer des enseignements, plus de précision. Donc là, on voit un schéma apparaître, problème, analyse, piste d'action, que j'ai utilisé pendant très longtemps, avec des références beaucoup plus explicites, les neurosciences, etc., etc. L'écriture un peu plus posée, du coup, plus réfléchie, et donc je les prépare simplement mieux, mes épisodes. Et donc je passe du « je raconte ce que j'ai vécu » à plutôt « je construis un angle d'attaque ou un angle de réflexion ». Donc le podcast, pour moi, devient vraiment un outil d'analyse, pas juste un espace dans lequel je m'exprime. Et phase 3, alors évidemment qu'aujourd'hui j'appellerai la phase de maturité, puisque c'est la dernière, avec un ton peut-être un peu plus sobre, un peu plus incisif, pas forcément complètement orienté pratique, ou en tout cas pas tout le temps, mais avec des velléités d'être pratique. Donc un refus alors complètement assumé du bullshit, des modèles simplistes, des recettes miracles, ça c'est quelque chose contre lequel je me battrai vraisemblablement toute ma vie professionnelle, avec une attention constante à la psychologie humaine, aux dynamiques émotionnelles, aux effets de la complexité, qui sont des sujets qui me passionnent. Et puis c'est marrant, il note ChatGPT dans le résumé qu'il me fait une récurrence affirmée de l'action modeste. Cette semaine, faite. Demain, après-demain, pour essayer d'avoir ce petit changement humble. J'avais d'ailleurs écrit un des premiers billets, en 2017 même peut-être, qui s'appelait « Humble changement ». Donc un ton peut-être un peu plus calme, un peu plus, il dit plus profond et plus stratégique. Ça c'est ChatGPT qui me flatte dans le sens du poil. Je ne prendrai pas trop compte de ces remarques-là. Et donc, mon auditeur, vous devenez plus un partenaire de conversation et moins comme quelqu'un à qui je fais la leçon, entre guillemets. Et puis alors, il y a un glissement déterminant du « je » au « nous » au « vous ». Au début, les premiers épisodes, à peu près les 50 premiers, il y a plutôt du « je » où on voit cette idée d'exploration finalement, de réflexion à voix haute. Les 100 prochains épisodes, on est dans le « nous », comment on travaille, ce qu'on vit au travail. Et puis dans les derniers, à peu près 150, du coup, plutôt un « vous », où je m'adresse directement à vous, chère auditrice, cher auditeur, au manager, au dirigeant, la dirigeante, à l'équipe. Et donc, j'ai une identité de podcasteur qui a évolué, et donc je cite ChatGPT, ton style est devenu, et c'est rare, totalement cohérent avec ta philosophie du leadership. Alors, il peut comparer parce que je lui ai donné tout le reste de ce que j'écris et de ce que je pense à manger, donc il a fait la comparaison. Et donc je suis assez fier de cette cohérence, parce que je pense que c'est quelque chose de déterminant pour le métier que je fais. Donc, peu de recettes. J'espère peu de certitudes faciles, mais s'il y en a, il faudra me les donner. Un travail continu sur moi-même, puisque tout ce que j'écris me fait réfléchir. J'essaie de prendre du recul sur les choses. Et puis, voilà, des comportements plutôt concrets, plutôt que des théories relativement séduisantes. Pour les 300 prochains, dites, qu'est-ce qu'on fait pour les 300 prochains ? Je vais essayer encore, peut-être, plus de nuances. On va continuer les déconstructions de mythes, s'il y en a auxquels je suis rendu attentif. Et puis peut-être plus de cette lenteur un peu volontaire, l'attention, la conversation, la réflexion, moins de rapidité, plus de lenteur choisie. Et donc 300 épisodes pour moi, c'est une ambition renouvelée de clarté, de nuance, de profondeur, de conversation avec vous, mes auditeurs, mes auditrices. Merci à vous qui preniez du temps pour écouter, pour réfléchir. En passant, j'aime toujours l'idée que vous êtes en train de conduire, de repasser, de faire la vaisselle, de faire du vélo, de marcher dans la forêt. Ça me touche profondément que vous ayez choisi, que vous choisissiez encore de m'écouter. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur. Et je vous dis tout de suite pour l'épisode 301. À la semaine prochaine. Ciao.